Si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière en ce moment même, le temps s'arrêterait complètement pour toi. Tu verrais l'univers entier se figer comme une photographie éternelle, les étoiles suspendues dans le vide, les galaxies immobiles. Et pourtant, tu ne pourrais jamais atteindre cette vitesse. Ton corps se désintégrerait bien avant. Chaque particule de ton être se transformerait en pure énergie. Et tu cesserais d'exister en tant que matière. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la physique, c'est la réalité la plus fondamentale de notre univers. Et elle cache des secrets qui vont bien au-delà de ce que tu imagines. 3 mystères vont se dévoiler devant toi ce soir. Premièrement, pourquoi la lumière possède-t-elle cette vitesse particulière et pas une autre? Deuxièmement, ce qui arrive réellement à l'espace et au temps quand on s'approche de cette limite absolue. Et troisièmement, ce que Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens de l'histoire, a compris sur cette barrière cosmique que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Tu vas découvrir quelque chose qui va te faire regarder le ciel différemment. Quelque chose qui va changer ta perception du temps, de l'espace et de ta propre existence dans cet univers immense. Certaines vérités sont difficiles à accepter. Celle-ci est l'une d'entre elles. Si les mystères du cosmos te fascinent, si tu aimes explorer les frontières de la connaissance humaine, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Pendant des siècles, les humains ont cru que la lumière voyageait instantanément. Quand tu allumes une lampe, la pièce s'illumine immédiatement, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que nos sens nous disent. Les philosophes grecs débattaient déjà de cette question il y a plus de 2000 ans. Certains, comme Empédocle, soutenèrent que la lumière devait prendre un certain temps pour voyager. D'autres, comme Aristote, affirmaient qu'elle était instantanée, que voir quelque chose signifiait qu'une connexion directe existait entre l'œil et l'objet observé. Cette croyance en l'instantanéité de la lumière a persisté pendant des millénaires. Elle semblait logique. Après tout, quand on ouvre les yeux le matin, on voit immédiatement le soleil. Il n'y a pas de délai perceptible. Le monde apparaît devant nous comme s'il était toujours là, attendant d'être observé. La première vraie tentative de mesurer la vitesse de la lumière est venue de Galilée au XVIIe siècle. Son expérience était simple, mais ingénieuse. Il a placé 2 personnes sur des collines distantes, chacune équipée d'une lanterne couverte. La première personne découvrait sa lanterne, et dès que la seconde voyait la lumière, elle découvrait la sienne. Galilée espérait mesurer le temps que mettait la lumière à faire l'aller-retour. Le résultat fut décevant. La lumière semblait toujours instantanée. Ce que Galilée ne savait pas, c'est que la distance entre les collines était ridiculement petite comparée à la vitesse réelle de la lumière. Il aurait eu besoin de collines séparées par des millions de kilomètres pour détecter le moindre délai. C'est l'astronome danois Ole Rømer qui a fait la première mesure réussie en 1676. Il observait les lunes de Jupiter, en particulier Io, qui disparaît régulièrement derrière la planète géante. Rømer a remarqué quelque chose d'étrange. Quand la Terre était proche de Jupiter, les éclipses d'Io arrivaient au chaud plus tôt que prévu. Quand la Terre était éloignée, elles arrivaient en retard. La différence pouvait atteindre plusieurs minutes. Rømer a compris que cette différence correspondait au temps que mettait la lumière à traverser l'orbite terrestre. Sa conclusion était révolutionnaire. La lumière n'était pas instantanée, elle voyageait à une vitesse finie. Ses calculs donnaient une vitesse d'environ 220 000 km par seconde. Ce n'était pas parfaitement exact, mais c'était remarquablement proche de la vraie valeur. Pour la première fois dans l'histoire, les humains savaient que la lumière prenait du temps pour voyager. Le soleil que tu vois dans le ciel n'est pas le soleil tel qu'il est maintenant. C'est le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le soleil explosait en ce moment, tu continuerais à le voir briller paisiblement pendant encore 8 minutes avant que la catastrophe ne devienne visible. Au XIXe siècle, les physiciens ont affiné ces mesures. Hippolyte Fizeau, en France, a utilisé une roue dentée tournant à grande vitesse pour mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. Léon Foucault a amélioré la technique avec des miroirs rotatifs. Les mesures devenaient de plus en plus précises. La valeur se stabilisait autour de 300 000 km par seconde. Mais voici ce que tout le monde croyait à cette époque. On pensait que cette vitesse était simplement une propriété de la lumière.
comme la vitesse du son est une propriété du son, rien de plus. Une curiosité scientifique, une caractéristique technique de ce phénomène électromagnétique que nous appelons lumière. Les physiciens ne soupçonnèrent pas qu'ils étaient en train de mesurer quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose qui allait bouleverser notre compréhension de la réalité elle-même. La version officielle de l'histoire dit qu'Einstein a découvert que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Cette version est trop simple. Elle cache la véritable profondeur de cette découverte. On nous présente souvent cette limite comme une règle arbitraire, comme une limitation technique que nous pourrions peut-être contourner un jour avec une technologie suffisamment avancée. C'est une erreur fondamentale de compréhension. La vitesse de la lumière n'est pas une limite imposée par la nature sur les objets. Ce n'est pas un mur invisible que les vaisseaux spatiaux ne peuvent pas traverser. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la structure même de l'espace et du temps. C'est la façon dont la réalité est tissée. Dépasser cette vitesse n'est pas difficile. C'est logiquement impossible. C'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question elle-même n'a pas de sens. Einstein n'a pas découvert une limitation. Il a découvert que ce que nous appelons espace et temps sont en réalité une seule entité, l'espace-temps, et que la vitesse de la lumière est le taux de conversion entre ces deux dimensions. Quand tu restes immobile dans l'espace, tu voyages à la vitesse de la lumière à travers le temps. Chaque seconde, tu avances d'une seconde dans le futur. Mais si tu commences qu'à te déplacer dans l'espace, une partie de cette vitesse est détournée du temps vers l'espace. Tu voyages plus lentement à travers le temps pour pouvoir voyager plus vite à travers l'espace. C'est pourquoi le temps ralentit pour les objets en mouvement. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un effet secondaire. C'est la conséquence directe du fait que tu as un budget de vitesse fixe et que ce budget est exactement la vitesse de la lumière. Tu ne peux pas dépenser plus que tu n'as. Mais la réalité est encore plus étrange que cette description. Parce que la lumière elle-même ne perçoit pas le temps. Pour un photon, le moment de son émission et le moment de son absorption sont simultanés. Du point de vue de la lumière, l'univers entier n'a aucune épaisseur. Les milliards d'années-lumière entre les galaxies sont compressés en un point. La lumière ne voyage pas à travers l'espace. Elle existe à tous les points de son trajet simultanément. Ceci n'est pas une métaphore. C'est une conséquence mathématique de la relativité restreinte. Et c'est ici que commence la vraie descente dans l'étrange. Parce que si le temps s'arrête à la vitesse de la lumière, et si nous ne pouvons jamais atteindre cette vitesse, alors quelque chose de fondamental sépare notre existence de celle de la lumière. Nous sommes prisonniers du temps. La lumière est libre. Richard Feynman a passé une grande partie de sa carrière à essayer de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Il n'était pas satisfait des explications conventionnelles. Quand on lui demandait pourquoi rien ne peut aller plus vite que la lumière, il refusait de donner la réponse standard. Il disait que la vraie question n'était pas pourquoi cette limite existe, mais pourquoi nous pensons qu'elle devrait ne pas exister. Notre intuition est construite sur des expériences à basse vitesse. Tout ce que nous voyons dans notre vie quotidienne se déplace bien en dessous de la vitesse de la lumière. Nos cerveaux ne sont pas équipés pour comprendre intuitivement ce qui se passe aux vitesses extrêmes. Feynman insistait sur un point que beaucoup de vulgarisateurs négligent. La vitesse de la lumière n'est pas vraiment la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la causalité. C'est la vitesse maximale à laquelle une cause peut produire un effet. Si quelque chose pouvait voyager plus vite que cette limite, les effets pourraient en précéder leur cause. L'univers deviendrait incohérent. La logique elle-même s'effondrerait. Imagine un instant que tu puisses envoyer un message plus vite que la lumière. La relativité montre qu'un observateur en mouvement verrait ce message arriver avant d'avoir été envoyé. Tu pourrais recevoir une réponse avant d'avoir posé ta question. Tu pourrais empêcher quelqu'un de naître après avoir parlé à cette personne. Les paradoxes temporels ne seraient pas de simples curiosités théoriques. Ils seraient la réalité quotidienne. C'est pour cette raison que Feynman préférait appeler cette constante la vitesse de la causalité plutôt que la vitesse de la lumière. La lumière voyage à cette vitesse parce qu'elle n'a pas de masse, pas parce qu'il y a quelque chose de spécial dans la lumière. Les gravitons, s'ils existent, voyagent aussi à cette vitesse. Toute particule sans masse voyage à cette vitesse.
c'est la vitesse par défaut de l'univers. Les objets avec masse sont ceux qui vont plus lentement, pas ceux qui sont normaux. Nous avons grandi en croyant que le repos est l'état naturel et que le mouvement requiert une explication. C'est exactement l'inverse de la vérité profonde. Le mouvement à la vitesse de la lumière est l'état naturel. C'est l'immobilité qui requiert une explication. C'est la masse qui freine les particules, les empêche d'atteindre cette vitesse fondamentale. Et voici le détail qui va commencer à te troubler. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est la masse. Nous savons que le champ de Higgs donne leur masse aux particules élémentaires. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le champ de Higgs existe, ni pourquoi il a les propriétés qu'il a. Nous avons déplacé le mystère d'un cran, mais nous ne l'avons pas résolu. La question fondamentale reste ouverte. Pourquoi l'univers a-t-il cette structure particulière? Pourquoi existe-t-il une vitesse maximale? Pourquoi cette vitesse est-elle exactement de 299 792 458 mètres par seconde et pas un nombre rond, pas l'infini, pas zéro? Ces questions n'ont pas de réponse là. Dans la physique actuelle, elles touchent à quelque chose de plus profond que nos théories. Elles touchent peut-être aux limites de ce que la science peut expliquer. Ou peut-être cachent-elles des révélations encore plus bouleversantes que tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Mais la réalité est beaucoup plus obscure que cette première approche le suggère. Parce que les conséquences de cette limite ne sont pas seulement théoriques, elles affectent chaque aspect de notre existence, depuis la structure des atomes jusqu'au destin ultime de l'univers. Elles expliquent pourquoi nous sommes isolés dans le cosmos. Pourquoi nous ne pouvons pas explorer les étoiles comme nous explorons les continents? Pourquoi la communication avec d'éventuelles civilisations extraterrestres est condamnée à être désespérément lente? Et au cœur de tout cela, il y a un paradoxe que même Feynman n'a jamais complètement résolu. Si rien ne peut aller plus vite que la lumière, comment l'univers peut-il être plus grand que son âge ne le permet? Comment des régions du cosmos qui n'ont jamais pu communiquer entre elles peuvent-elles avoir les mêmes propriétés? Comment l'information peut-elle sembler se propager instantanément dans certains phénomènes quantiques? Ces questions nous attendent dans les profondeurs de ce voyage. Et les réponses vont te montrer que l'univers est encore plus étrange que tu ne l'imaginais. Les preuves de la dilatation temporelle ne se limitent pas aux muons cosmiques et aux satellites GPS. L'une des démonstrations les plus directes et les plus spectaculaires a été réalisée en 1971 par les physiciens Joseph Haffel et Richard Keating. Leur expérience était d'une audace remarquable pour l'époque. Ils ont pris 4 horloges atomiques au césium, les ont embarquées dans des avions de ligne commerciaux et ont fait le tour du monde, d'abord vers l'est, puis vers l'ouest. L'idée était simple dans son principe. Les horloges en mouvement devraient accumuler un retard par rapport à des horloges restées au sol, à cause de leur vitesse. Mais les horloges en altitude devraient aussi avancer par rapport aux horloges au sol, à cause de la plus faible gravité. En faisant le tour du monde dans les deux directions, ils pouvaient séparer ces deux effets et les mesurer indépendamment. Les résultats furent exactement conformes aux prédictions de la relativité. Les horloges ayant voyagé vers l'est, dans le sens de la rotation terrestre, avaient accumulé un retard de 59 nanosecondes. Les horloges ayant voyagé vers l'ouest avaient avancé de 273 nanosecondes. Ces valeurs correspondaient presque parfaitement aux calculs théoriques. Pour la première fois, des horloges macroscopiques avaient directement mesuré le ralentissement du temps dû au mouvement. Cette expérience a été répétée de nombreuses fois depuis, avec des horloges de plus en plus précises. À chaque fois, les résultats confirment la relativité avec une exactitude croissante. Aujourd'hui, les horloges atomiques sont si sensibles qu'elles peuvent détecter la différence de temps entre deux points séparés verticalement de seulement quelques centimètres. Le temps s'écoule légèrement plus vite au sommet d'un escalier qu'à sa base. Cette différence est infinitésimale, mais elle est réelle et mesurable. Une autre confirmation spectaculaire vient des accélérateurs de particules. Au Fermilab près de Chicago, des pions, des particules subatomiques instables, sont accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière. Au repos, un pion se désintègre en environ 26 nanosecondes, mais les pions accélérés à 99,9% de la vitesse de la lumière survivent beaucoup plus longtemps, exactement comme le prédit le facteur de Lorentz. Leur durée de vie observée
et multipliées par le facteur correspondant à leur vitesse. Ces expériences ne sont pas de simples curiosités académiques. Elles ont des applications pratiques directes. Les accélérateurs de particules sont utilisés en médecine pour produire des isotopes radioactifs utilisés dans l'imagerie médicale. Ils sont utilisés en physique pour sonder la structure fondamentale de la matière. Ils sont utilisés en ingénierie pour tester les matériaux qui seront exposés aux rayons cosmiques dans l'espace. Sans une compréhension précise des effets relativistes, aucune de ces applications ne fonctionnerait correctement. Mais les accélérateurs terrestres, aussi impressionnants soient-ils, ne sont que de pâles imitations de ce que l'univers lui-même produit. La nature accélère des particules à des énergies que nous ne pouvons même pas approcher avec notre technologie. Les rayons cosmiques les plus énergétiques jamais détectés portent une énergie équivalente à celle d'une balle de tennis lancée à 100 km/h. Concentrées dans une seule particule subatomique, ces particules ultra-énergétiques sont appelées particules de Greisen-Zatsepin-Kuzmin, du nom des physiciens qui ont prédit leur existence. Elles voyagent à des vitesses si proches de celles de la lumière que la différence est presque impossible à exprimer. Si tu écrivais leur vitesse comme une fraction de la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 20 chiffres après la virgule, avant de voir apparaître un chiffre différent de 9. À de telles vitesses, le facteur de Lorentz atteint des valeurs astronomiques, littéralement. Une particule avec cette énergie voit l'univers entier contracté dans sa direction de mouvement. Les galaxies à des millions d'années-lumière apparaissent à quelques mètres de distance du point de vue de la particule. Le temps s'écoule si lentement pour elle que l'âge entier de l'univers, 13,8 milliards d'années, représente à peine quelques minutes de son temps propre. D'où viennent ces particules ? Cette question a tourmenté les astrophysiciens pendant des décennies. Aucun processus connu ne semblait capable de les produire. Les étoiles ordinaires n'ont pas l'énergie nécessaire. Même les supernovas semblaient insuffisantes. Il a fallu chercher des phénomènes encore plus extrêmes, des environnements où les lois de la physique sont poussées à leurs limites absolues. La réponse, du moins partielle, est venue des noyaux actifs de galaxies. Au centre de certaines galaxies se trouvent des trous noirs supermassifs, des monstres contenant des milliards de fois la masse du Soleil. Quand de la matière tombe vers ces trous noirs, elle forme un disque d'accrétion, un tourbillon de gaz chauffé à des millions de degrés. Les forces magnétiques dans ce disque peuvent accélérer des particules à des énergies extraordinaires et les projeter dans l'espace sous forme de jets relativistes. Ces jets sont parmi les structures les plus spectaculaires de l'univers. Ils peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière, traversant l'espace intergalactique comme des faisceaux de pure énergie. La matière dans ces jets se déplace à des vitesses atteignant 99% de celles de la lumière, parfois plus. Les particules individuelles au sein de ces jets atteignent des énergies encore plus extrêmes. L'un des exemples les plus étudiés est le jet de la galaxie Messier 87, situé à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre. Ce jet s'étend sur plus de 5000 années-lumière et émet une lumière visible à l'œil nu dans les télescopes puissants. Les observations ont révélé que la matière dans ce jet se déplace à plus de 98% de la vitesse de la lumière. L'énergie totale contenue dans ce jet dépasse l'imagination. Elle équivaut à la production énergétique de milliards de soleils pendant des millions d'années. Mais Messier 87 n'est pas un cas exceptionnel. Des milliers de galaxies actives ont été identifiées, chacune avec ses propres jets relativistes. Certaines sont orientées de telle sorte que leurs jets pointent directement vers nous. Ces objets sont appelés blazars, et ils comptent parmi les sources de lumière les plus brillantes de l'univers observable. Un blazar peut émettre plus d'énergie qu'un trillion de soleils. Cette luminosité extraordinaire n'est pas intrinsèque à l'objet lui-même. Elle est amplifiée par un effet relativiste appelé beaming, ou concentration relativiste. Quand une source de lumière se déplace vers toi à une vitesse proche de celle de la lumière, sa lumière est concentrée dans un cône étroit, pointant dans sa direction de mouvement. Si tu te trouves dans ce cône, la source te paraît incroyablement brillante. Si tu te trouves en dehors, elle est pratiquement invisible. C'est pourquoi les blazars semblent si lumineux. Nous voyons leurs jets de face, et toute leur émission est concentrée dans notre direction. La même galaxie, vue sous un angle différent, apparaîtrait beaucoup plus faible.
Cet effet de beaming est une conséquence directe de la relativité, une manifestation à l'échelle cosmique des mêmes équations que Lorentz a formulées il y a plus d'un siècle. Les jets relativistes ne sont pas seulement spectaculaires, ils jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies et du milieu intergalactique. Quand un jet frappe le gaz environnant, il peut déclencher la formation de nouvelles étoiles en comprimant la matière. Ou il peut au contraire empêcher la formation stellaire en chauffant le gaz au point de l'empêcher de s'effondrer. Les trous noirs au centre des galaxies, à travers leurs jets, exercent une influence qui s'étend bien au-delà de leur environnement immédiat. Cette influence est si importante que les astrophysiciens parlent de rétroaction des noyaux actifs. Sans cette rétroaction, les modèles cosmologiques ne parviennent pas à reproduire les propriétés observées des grandes galaxies. Les jets relativistes sont donc essentiels à la structure même de l'univers tel que nous le connaissons. La vitesse de la lumière, à travers ces phénomènes, façonne l'architecture cosmique à grande échelle. Mais les jets ne sont pas les seuls environnements où les effets relativistes dominent. Les étoiles à neutrons, les cadavres d'étoiles massives qui ont explosé en supernova, créant des conditions encore plus extrêmes. Ces objets condensent une masse supérieure à celle du Soleil dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. La gravité à leur surface est si intense que la lumière elle-même est significativement courbée. Un photon émis à la surface doit lutter contre cette gravité pour s'échapper, perdant de l'énergie dans le processus. Certaines étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses vertigineuses. Les plus rapides, appelés pulsars millisecondes, complètent des centaines de rotations par seconde. Leur surface équatoriale se déplace à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Les effets relativistes sont omniprésents. Le temps à la surface de l'étoile s'écoule sensiblement plus lentement qu'à distance. L'espace lui-même est déformé, créant des effets de lentilles gravitationnelles qui modifient l'apparence de l'étoile pour un observateur distant. Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Comme l'axe magnétique n'est généralement pas aligné avec l'axe de rotation, ces faisceaux balaient l'espace comme les phares d'un phare maritime. Quand le faisceau passe sur la Terre, nous détectons une impulsion de rayonnement. La régularité de ces impulsions est extraordinaire. Certains pulsars sont des horloges plus précises que les meilleures horloges diatomiques terrestres. Cette précision a permis des tests de la relativité d'une exactitude inégalée. En 1974, les astronomes Russell Hulse et Joseph Taylor ont découvert un pulsar en orbite autour d'une autre étoile à neutrons. Ce système, appelé pulsar binaire de Hulse-Taylor, a fourni la première preuve indirecte des ondes gravitationnelles. L'orbite du pulsar se contracte lentement au fil du temps, exactement au rythme prédit par la relativité générale pour un système émettant des ondes gravitationnelles. Cette découverte a valu à Hulse et Taylor le prix Nobel de physique en 1993. Elle a également ouvert la voie à la détection directe des ondes gravitationnelles, réalisée pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO. Ces ondes voyagent à la vitesse de la lumière, comme la relativité le prédit. Elles représentent des ondulations de l'espace-temps lui-même, des déformations qui se propagent à travers l'univers à la vitesse maximale permise par la nature. Les ondes gravitationnelles détectées par LIGO provenaient de la fusion de deux trous noirs situés à plus d'1 milliard d'années-lumière. Pendant les dernières fractions de seconde avant la fusion, ces trous noirs orbitaient l'un autour de l'autre à des vitesses atteignant 60% de celles de la lumière. L'énergie libérée, sous forme d'ondes gravitationnelles, était équivalente à 3 masses solaires, converties en pure énergie selon la formule d'Einstein. En une fraction de seconde, ce système a émis plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observables réunies. Cette échelle d'énergie défie l'imagination. Elle montre que les processus relativistes ne sont pas de simples curiosités théoriques. Ils sont responsables des événements les plus violents, les plus énergétiques, les plus destructeurs de l'univers. Et la vitesse de la lumière est au cœur de chacun d'entre eux, non pas comme une limite frustrante, mais comme le paramètre fondamental qui détermine l'ampleur de ces cataclysmes. Car voici une vérité que beaucoup ignorent. L'énergie et la destruction à l'échelle cosmique sont intimement liées à cette limite de vitesse. Quand un objet s'approche de la vitesse de la lumière, son énergie cinétique augmente sans limite. Cette énergie doit aller quelque part quand l'objet ralentit ou entre en collision.
Elle se convertit en chaleur, en rayonnement, en désintégration de la matière elle-même. Les rayons cosmiques les plus énergétiques, ceux dont nous avons parlé précédemment, portent une énergie suffisante pour endommager les cellules vivantes. Quand un de ces projectiles microscopiques frappe l'atmosphère terrestre, il déclenche une cascade de particules secondaires appelée gerbe atmosphérique. Des millions de particules sont créées à partir de l'énergie de collision, se propageant vers le sol en un cône invisible de rayonnement. Ces gerbes sont détectées par des observatoires comme l'observatoire Pierre Auger en Argentine, qui couvre une surface de 3000 km². Des milliers de détecteurs répartis sur cette surface mesurent les particules secondaires qui atteignent le sol. À partir de ces mesures, les physiciens peuvent reconstruire l'énergie et la direction de la particule primaire qui a déclenché la cascade. L'existence de ces particules ultra-énergétiques pose un problème théorique fascinant. À de telles énergies, les particules devraient interagir avec le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile du Big Bang. Ces interactions devraient leur faire perdre de l'énergie, les empêchant de voyager sur de grandes distances. C'est ce qu'on appelle la coupure GZK, du nom des physiciens qui l'ont prédite. Pourtant, des particules au-delà de cette coupure ont été observées. Cela signifie qu'elles doivent provenir de sources relativement proches, à moins de quelques centaines de millions d'années-lumière. Mais quelles sources dans notre voisinage cosmique sont capables de produire de telles énergies? Le mystère reste partiellement irrésolu. Nous avons des candidats, des noyaux actifs de galaxies proches, des restes de supernovas exceptionnels, mais aucune identification définitive n'a été faite. Ce mystère illustre à quel point notre compréhension des phénomènes relativistes cosmiques reste incomplète. Nous observons des effets extraordinaires, nous mesurons des énergies stupéfiantes, mais nous ne comprenons pas toujours les mécanismes qui les produisent. L'univers cache encore des secrets que même nos meilleures théories ne peuvent percer. La transition entre les phénomènes relativistes observés et leurs implications destructrices devient évidente quand on considère ce qui se passerait si ces processus se produisaient à proximité de la Terre. Une étoile proche, explosant en supernova, projetterait de la matière à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Le rayonnement émis, voyageant à la vitesse maximale, atteindrait la Terre avant toute autre indication de danger. Si une étoile à moins de 50 années-lumière explosait de cette manière, les conséquences seraient catastrophiques. Les rayons gamma et X de l'explosion ioniseraient de l'atmosphère terrestre, détruisant la couche d'ozone. La surface de la planète serait exposée au rayonnement ultraviolet du Soleil, sans protection. Les chaînes alimentaires marines s'effondreraient en quelques semaines. Une extinction massive s'ensuivrait. Heureusement, aucune étoile à proximité de la Terre n'est sur le point d'exploser de cette façon. Les candidats pour les plus proches se trouvent à des distances suffisantes pour que les effets soient atténués. Mais cette sécurité n'est pas éternelle. Sur des échelles de temps géologiques, de tels événements se sont produits et se reproduiront. Certains chercheurs ont suggéré que des extinctions massives dans le passé de la Terre pourraient avoir été déclenchées par des supernovas proches. Il existe des événements encore plus destructeurs. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers. Ils libèrent en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Ces explosions sont produites par l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs ou par la fusion d'étoiles à neutrons. Elles projettent des jets de matière et de rayonnement à des vitesses proches de celles de la lumière. Si un sursaut gamma se produisait à quelques milliers d'années-lumière de la Terre et si son jet était orienté vers nous, l'effet serait dévastateur. L'atmosphère serait ionisée sur l'hémisphère exposé. Les systèmes électroniques seraient détruits par l'impulsion électromagnétique. La biosphère subirait des dommages potentiellement irréversibles. Certains scientifiques ont proposé que l'extinction de l'Ordovicien, il y a 440 millions d'années, pourrait avoir été causée par un tel événement. Ces scénarios catastrophiques ne sont pas de la science-fiction. Ils sont des conséquences directes de la physique que nous avons explorée. La vitesse de la lumière détermine à quelle vitesse l'énergie peut être transportée à travers l'univers. Elle détermine aussi l'intensité de cette énergie quand elle est concentrée par des effets relativistes. Les mêmes équations qui décrivent le fonctionnement du GPS décrivent aussi les processus qui pourraient anéantir toute vie sur une planète.
Cette dualité est au cœur de notre relation avec l'univers. Les lois de la physique, qui permettent notre existence, sont aussi celles qui permettent notre destruction. La vitesse de la lumière, cette constante fondamentale, est à la fois le gardien de notre sécurité et le vecteur de notre vulnérabilité. Elle limite la vitesse à laquelle les menaces peuvent nous atteindre, mais elle permet aussi à ces menaces d'exister avec des intensités inimaginables. Et les processus violents que nous avons évoqués ne sont que le début. Dans les profondeurs de l'univers, des phénomènes encore plus extrêmes se déroulent. Des régions où l'espace et le temps eux-mêmes sont déchirés, où la matière est compressée jusqu'à des densités infinies, où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. Ces régions sont les trous noirs, et leur relation avec la vitesse de la lumière va bien au-delà de ce que nous avons exploré jusqu'ici. Parce que les trous noirs ne sont pas simplement des objets qui déforment l'espace. Ils sont des prisons pour la lumière elle-même, des régions où même la vitesse maximale de l'univers n'est pas suffisante pour s'échapper. Des endroits où le temps lui-même atteint une limite finale, un horizon au-delà duquel le futur ne contient qu'une seule destination possible. Et c'est dans ces abîmes cosmiques que les secrets les plus profonds de la vitesse de la lumière attendent d'être révélés. Des secrets qui touchent non seulement à la physique, mais à la nature même de la réalité, à la possibilité de l'existence et aux limites ultimes de ce que l'univers peut créer ou détruire. Les trous noirs représentent la victoire ultime de la gravité sur toutes les autres forces de l'univers. Quand une étoile suffisamment massive épuise son combustible nucléaire, rien ne peut arrêter l'effondrement de son cœur. La matière se comprime sur elle-même. La densité augmente sans limite et à un certain point, l'espace-temps lui-même se courbe si violemment que la lumière ne peut plus s'échapper. Cette frontière invisible s'appelle l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique que tu pourrais toucher ou voir. C'est une limite mathématique, une région de l'espace au-delà de laquelle toute trajectoire, même celle de la lumière voyageant à la vitesse maximale de l'univers, conduit inexorablement vers le centre. Franchir l'horizon des événements, c'est franchir un point de non-retour absolu. Pas parce que quelque chose t'empêche de revenir, mais parce que le concept même de revenir cesse d'avoir un sens. Pour comprendre cette idée vertigineuse, imagine que tu tombes vers un trou noir stellaire, un de ces cadavres d'étoiles massives qui parsèment notre galaxie. Au début, rien ne semble particulier. Tu tombes en chute libre, comme si tu sautais d'un avion sans fin. Tu ne ressens aucune force, aucune pression. La pesanteur te porte. Mais à mesure que tu t'approches de l'horizon, quelque chose d'étrange commence à se produire. Un observateur distant, resté à distance sécuritaire du trou noir, te verrait ralentir. Pas parce que tu ralentis réellement, mais parce que la lumière que tu émets doit lutter de plus en plus fort contre la gravité pour lui parvenir. Cette lumière perd de l'énergie, s'étire vers le rouge, devient de plus en plus faible. Tu semblerais te figer progressivement, ton image s'étirant et s'assombrissant jusqu'à disparaître dans l'obscurité de l'horizon. Mais de ton point de vue, rien de tel ne se produit. Tu traverses l'horizon sans même t'en apercevoir. Il n'y a pas de panneau indiquant que tu as franchi une limite fatale. L'espace autour de toi semble normal. Le ciel étoilé continue de briller au-dessus de toi, bien que déformé par la courbure extrême de l'espace-temps. Tu continues de tomber, inconscient du fait que tu es désormais prisonnier pour l'éternité. Car voici la vérité terrifiante. Une fois l'horizon franchi, l'avenir ne contient qu'une seule destination, la singularité. Ce point central, où toute la masse du trou noir est concentrée, où la densité devient infinie, où les équations de la relativité générale elles-mêmes cessent de fonctionner. Vers cette singularité, tu seras inévitablement attiré, non pas parce qu'une force te pousse, mais parce que c'est littéralement la seule direction dans laquelle le temps peut s'écouler. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à comprendre des trous noirs. À l'intérieur de l'horizon, le temps et l'espace échangent leur rôle d'une certaine manière. La singularité n'est pas un endroit dans l'espace que tu pourrais éviter en changeant de direction. Elle est dans ton futur, aussi inévitable que demain. Tu ne peux pas plus l'éviter que tu ne peux éviter de vieillir d'une seconde dans la prochaine seconde. Avant d'atteindre la singularité, cependant, tu subirais un sort effroyable.
les forces de marée, la différence de gravité entre ta tête et tes pieds deviendrait insupportable. Près d'un trou noir stellaire de quelques masses solaires, ces forces te déchireraient en spaghettis bien avant que tu n'atteignes le centre. Les physiciens appellent ce processus la spaghettification, un terme presque comique pour un destin aussi horrible. Pour un trou noir de 10 masses solaires, l'horizon des événements a un rayon d'environ 30 km. Mais les forces de marée mortelles s'étendent bien au-delà. Tu serais étiré et déchiré à des centaines de kilomètres de distance, bien avant de voir l'horizon. Tes atomes eux-mêmes seraient arrachés les uns aux autres, puis les particules subatomiques qui les composent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un flux de particules fondamentales spiralant vers leur destin final. Mais tous les trous noirs ne sont pas aussi mortels si rapidement. Les trous noirs supermassifs, ceux qui se tapissent au centre des galaxies, sont si grands que leurs forces de marée à l'horizon sont relativement douces. Le trou noir au centre de notre propre galaxie, Sagittaire A étoile, possède une masse d'environ 4 millions de soleils. Son horizon des événements a un rayon de 12 millions de kilomètres, presque 20 fois la distance entre la Terre et la Lune. À l'horizon d'un tel monstre, les forces de marée seraient à peine perceptibles pour un corps humain. Tu pourrais théoriquement franchir cet horizon intact, conscient, peut-être même sans réaliser immédiatement ce qui vient de se produire. Ce n'est qu'en essayant de revenir que tu découvrirais l'horrible vérité. Toutes les directions mènent vers le centre. Toutes les trajectoires, même celles de la lumière elle-même, convergent vers la singularité. Le temps qui te resterait après avoir franchi l'horizon dépendrait de la masse du trou noir. Pour Sagittaire A étoile, tu disposerais d'environ 20 secondes de temps propre avant d'atteindre la singularité. 20 secondes pour contempler ton destin inévitable, pour regarder les étoiles se déformer autour de toi en motif impossible, pour sentir les forces de marée commencer leur œuvre de destruction à mesure que tu t'approches du centre. Ces 20 secondes seraient une éternité subjective, comparée au sort de quelqu'un tombant dans un trou noir stellaire, où le temps entre l'horizon et la singularité se mesure en millionièmes de seconde. Mais le résultat final serait le même. La destruction complète, l'annihilation de tout ce qui te constitue. Et peut-être quelque chose de plus étrange encore, quelque chose que les physiciens ne comprennent pas entièrement. Car la question de ce qui se passe vraiment à la singularité reste ouverte. Les équations de la relativité générale prédisent une densité infinie, une courbure infinie de l'espace-temps. Mais les infinis, en physique, sont généralement des signaux que quelque chose ne va pas avec la théorie. Ils indiquent que nous avons atteint les limites de notre compréhension, que de nouvelles lois doivent prendre le relais. La plupart des physiciens croient qu'une théorie de la gravité quantique, fusionnant la relativité générale et la mécanique quantique, éliminerait ces infinis. La singularité serait remplacée par quelque chose de fini, de calculable, peut-être de compréhensible. Mais nous ne possédons pas encore cette théorie. Les trous noirs gardent leurs secrets les plus profonds, enfermés derrière des horizons que nous ne pouvons ni traverser ni sonder. Ce que nous pouvons observer, en revanche, ce sont les effets des trous noirs sur leur environnement. Et ces effets sont parmi les plus violents de l'univers. Quand de la matière tombe vers un trou noir, elle ne plonge pas directement. Elle forme un disque d'accrétion, un tourbillon aplati de gaz et de poussière spiralant vers l'horizon. La friction au sein de ce disque chauffe la matière à des millions de degrés. Ce gaz incandescent émet un rayonnement intense, visible à travers tout le spectre électromagnétique. Les quasars, ces phares cosmiques visibles à des milliards d'années-lumière, sont des trous noirs supermassifs en train de dévorer activement de la matière. Le quasar le plus lumineux connu, SMSSJ, 215 étoiles 30 et un moins 60,5234, brille avec l'intensité de 680 billions de soleils. Il est alimenté par un trou noir de 34 milliards de masses solaires, l'un des plus massifs jamais découverts. Ce monstre dévore l'équivalent d'un soleil entier chaque jour. La matière qui tombe vers lui libère une énergie prodigieuse avant de franchir l'horizon. Cette énergie, convertie en lumière et en chaleur, illumine le quasar avec une intensité que rien d'autre dans l'univers ne peut égaler. Si ce quasar se trouvait à la place de Proxima du Centaure,
l'étoile la plus proche du Soleil, il brillerait plus fort dans notre ciel que le Soleil lui-même. Mais les quasars ne sont pas seulement lumineux, ils sont destructeurs. Les jets relativistes qu'ils émettent, ces colonnes de particules accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, peuvent stériliser des régions entières de l'espace. Une planète qui se trouverait dans le chemin d'un tel jet verrait son atmosphère arrachée, sa surface vitrifiée par le rayonnement, toute forme de vie éradiquée en quelques secondes. En septembre 2022, les astronomes ont détecté un événement extraordinaire dans une galaxie située à 8,5 milliards d'années-lumière. Une étoile s'était aventurée trop près du trou noir supermassif central. Les forces de marée l'ont déchirée, la dispersant en un long filament de gaz incandescent. Cet événement, catalogué AT 2022 CMC, a produit l'un des jets les plus puissants jamais observés. Ces événements de rupture par effet de marée sont relativement rares, peut-être un tous les 10 000 à 100 000 ans dans une galaxie typique. Mais ils offrent une fenêtre unique sur le comportement des trous noirs supermassifs. Pendant quelques mois ou quelques années, le trou noir brille intensément alors qu'il digère les restes de sa victime stellaire. Puis, le spectacle s'éteint. Le monstre retourne à sa torpeur, attendant sa prochaine proie. Un autre événement spectaculaire s'est produit en juin 2015. Le système de détection d'ondes gravitationnelles LIGO a enregistré le signal GW 150-914, la première détection directe d'ondes gravitationnelles dans l'histoire. Ce signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d'années-lumière. Chacun de ces trous noirs possédait une masse d'environ 30 soleils. En spiralant l'un vers l'autre, ils ont accéléré jusqu'à atteindre des vitesses dépassant la moitié de celle de la lumière. Dans les dernières fractions de secondes avant la fusion, ces deux objets massifs orbitaient l'un autour de l'autre des centaines de fois par seconde. L'énergie libérée, sous forme d'ondes gravitationnelles pendant cette phase finale, était stupéfiante. En moins d'une seconde, 3 masses solaires d'énergie ont été émises sous forme de ondulation de l'espace-temps. Cette puissance instantanée dépassait la luminosité combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. Depuis cette première détection, des dizaines d'autres fusions de trous noirs ont été observées. Certaines impliquaient des objets encore plus massifs. En septembre 2020, LIGO et Virgo ont détecté GW 190 520 et 1, la fusion de deux trous noirs de 85 et 66 masses solaires. Le trou noir résultant, de 142 masses stérolonales solaires, se situait dans une gamme de masses que les astrophysiciens pensaient impossible à atteindre par l'effondrement stellaire ordinaire. Cette découverte a révélé que les trous noirs peuvent croître par fusion successive, atteignant des masses intermédiaires entre les trous noirs stellaires et les monstres supermassifs. Elle a aussi soulevé de nouvelles questions. D'où venaient ces trous noirs originaux ? Comment avaient-ils formé un couple si serré ? L'univers cache des processus de formation de trous noirs que nous ne comprenons pas encore. Mais les trous noirs ne sont pas les seuls objets extrêmes de l'univers. Les étoiles à neutrons, ces sphères de matière ultra dense évoquées précédemment, peuvent atteindre des états encore plus violents. Certaines d'entre elles possèdent des champs magnétiques d'une intensité inimaginable. Ces objets sont appelés magnétars, et ils comptent parmi les phénomènes les plus extrêmes connus de la physique. Le champ magnétique d'un magnétar typique atteint environ 1 million de milliards de Gauss. Pour mettre ce nombre en perspective, le champ magnétique terrestre mesure environ un demi-Gauss. Un aimant de réfrigérateur produit quelques centaines de Gauss. Les appareils d'imagerie par résonance magnétique les plus puissants atteignent quelques dizaines de milliers de Gauss. Un magnétar possède un champ des billions de fois plus intense que ces machines. À de telles intensités, le champ magnétique lui-même déforme la structure de la matière. Les atomes deviennent cylindriques, étirés le long des lignes de champ. La lumière qui traverse ce champ subit des effets étranges, se polarisant et se divisant de manières impossibles dans des conditions normales. L'espace lui-même est affecté, car un champ magnétique aussi intense porte une densité d'énergie significative, courbant l'espace-temps de manière mesurable. Les magnétars sont instables. Périodiquement, leur croûte se fracture sous les tensions magnétiques, libérant des quantités colossales d'énergie.
Ces événements sont appelés sursauts gamma-mou ou sursauts de magnétar. Le plus puissant jamais observé s'est produit le 27 décembre 2004, provenant du magnétar SGR 1806-20. En 0,2 de seconde, ce magnétar a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en émet en 150 000 ans. Le flash de rayons gamma a traversé 50 000 années-lumière d'espace galactique pour atteindre la Terre. Malgré cette distance énorme, le rayonnement était suffisant pour ioniser partiellement notre haute atmosphère et perturber les communications radio à l'échelle mondiale pendant plusieurs minutes. Si ce magnétar avait été situé à seulement 10 années-lumière de la Terre, comparable à la distance des étoiles les plus proches, les conséquences auraient été catastrophiques. L'atmosphère terrestre aurait été sérieusement endommagée. La couche d'ozone aurait été partiellement détruite. Les systèmes électroniques à l'échelle planétaire auraient subi des perturbations majeures. Heureusement, aucun magnétar connu ne se trouve à une distance dangereuse de notre système solaire. Mais la violence des magnétars pâlit devant celle des sursauts. Gamma long, ces explosions cosmiques associées à la mort des étoiles les plus massives. Quand une étoile de plus de 40 masses solaires épuise son combustible, son cœur s'effondre directement en trou noir. Les couches externes de l'étoile tombent vers ce trou noir naissant, formant un disque d'accrétion compact. Des jets relativistes s'échappent des pôles, perçant les restes de l'étoile à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets transportent une énergie extraordinaire. Quand ils frappent le milieu interstellaire environnant, ils produisent un flash de rayons gamma d'une intensité brève mais phénoménale. Le sursaut gamma le plus énergétique jamais détecté, GRB 221 a été observé en octobre 2022. Provenant d'une distance de 2,4 milliards d'années-lumière, il a saturé les détecteurs de plusieurs satellites et produit une perturbation ionosphérique mesurable sur Terre. L'énergie totale libérée par ce sursaut, corrigée pour la distance et le fait que les jets sont collimatés, était équivalente à la conversion de plusieurs masses solaires en pure énergie. En quelques secondes, cet événement a émis plus d'énergie que le Soleil n'en émettra pendant ses 10 milliards d'années d'existence. Et cette énergie voyageait vers nous à la vitesse de la lumière. Ce messager cosmique apportant des nouvelles d'une catastrophe survenue il y a des milliards d'années. La relation entre ces événements violents et la vitesse de la lumière est profonde. Les jets relativistes atteignent leur puissance extraordinaire précisément parce que la matière qui les compose voyage à des vitesses proches de la limite cosmique. L'énergie cinétique augmente sans limite à mesure que cette limite est approchée. Et quand cette énergie est finalement libérée, par collision avec le milieu environnant ou par d'autres processus, elle produit des émissions d'une intensité que rien d'autre ne pourrait égaler. Il existe un autre type d'événement cosmique qui défie notre compréhension. Les sursauts radio rapides sont des flashs d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes seulement, provenant de distances cosmologiques. Le premier a été découvert en 2007 par l'astronome Duncan Lorimer dans des données d'archives du radiotélescope de Parkes en Australie. Depuis, des milliers ont été détectés. L'origine de ces sursauts reste partiellement mystérieuse. Certains sont associés à des magnétars, comme l'a prouvé la détection en avril 2020 d'un sursaut radio rapide provenant d'un magnétar dans notre propre galaxie, SGR 1935+20 et 1. Mais tous les sursauts ne peuvent pas être expliqués de cette manière. Certains répètent de façon régulière, d'autres de façon chaotique, d'autres encore ne se produisent qu'une seule fois. L'énergie de ces sursauts est colossale. En quelques millisecondes, ils libèrent autant d'énergie que le Soleil n'en émet en plusieurs jours. Cette concentration d'énergie dans un temps si court nécessite des mécanismes d'une efficacité extraordinaire. Les champs magnétiques intenses des magnétars semblent capables de produire de telles émissions, mais les détails restent obscurs. Un sursaut radio rapide particulièrement étrange, FRB 191221, a été détecté en avril 2020 provenant de l'amas globulaire Messier 81 dans notre propre galaxie. Cet amas est vieux de 13 milliards d'années et ne contient que des étoiles anciennes. Qu'est-ce qui pourrait produire un sursaut radio rapide dans un environnement aussi âgé et calme? La question reste ouverte,
les collisions entre étoiles à neutrons produisent par des événements encore plus spectaculaires. En août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont enregistré GW 170 817, le premier signal provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons. Contrairement aux fusions de trous noirs, cet événement a produit un signal électromagnétique, une kilonova visible par les télescopes optiques et infrarouges. Cette observation a confirmé une théorie vieille de plusieurs décennies. Les éléments les plus lourds du tableau périodique, l'or, le platine, l'uranium, ne sont pas produits dans les étoiles ordinaires. Ils sont forgés dans le cataclysme de la fusion d'étoiles à neutrons, quand la matière neutronique est éjectée et bombardée de neutrons supplémentaires. La kilonova de 2017 a produit environ 10 000 masses terrestres d'éléments lourds dispersés dans l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Ces éléments, au fil des milliards d'années, se mélangent au gaz interstellaire et sont incorporés dans les nouvelles générations d'étoiles et de planètes. L'or dans les bijoux que tu portes, le platine dans les catalyseurs automobiles, l'uranium qui alimente les centrales nucléaires, tout cela provient de collisions d'étoiles à neutrons survenues il y a des milliards d'années, avant même la formation du Soleil. La violence cosmique est donc intimement liée à notre existence. Sans ces cataclysmes, les éléments nécessaires à la vie complexe n'existeraient pas. Nous sommes faits de débris d'explosions, d'éjectats de collisions, de matières forgées dans les événements les plus destructeurs de l'univers. La mort des étoiles est la condition de notre vie. Mais cette violence continue de menacer. L'univers n'a pas terminé son œuvre de destruction et de création. Des supernovas exploseront à l'avenir, peut-être certaines assez proches pour affecter la Terre. Des sursauts gamma illumineront le cosmos, risquant de frapper des planètes habitées. Des trous noirs continueront de dévorer des étoiles. Des galaxies entreront en collision. La matière sera compressée et déchirée dans des processus que nous commençons à peine à comprendre. Et au cœur de tous ces phénomènes, la vitesse de la lumière reste le paramètre fondamental. Elle détermine l'intensité des jets relativistes, la puissance des ondes gravitationnelles, la portée des rayons gamma mortels. Elle est le métronome cosmique sur lequel se règle la violence de l'univers. Sans elle, aucun de ces phénomènes n'existerait sous la forme que nous observons. Mais voici le mystère qui reste ouvert. Pourquoi l'univers est-il structuré de manière à permettre de telles violences? Pourquoi les lois de la physique autorisent-elles, et même favorisent-elles, des concentrations d'énergie capables d'annihiler des mondes entiers? La vitesse de la lumière pourrait avoir une valeur différente. Les constantes fondamentales pourraient être telles que ces cataclysmes soient impossibles. Pourtant, l'univers a choisi, si l'on peut utiliser ce mot, un ensemble de lois qui mènent à la violence cosmique. Ces lois sont aussi celles qui permettent l'existence des étoiles, des planètes, de la vie. La destruction et la création sont les deux faces d'une même pièce. Comprendre pourquoi il en est ainsi reste l'un des défis les plus profonds de la physique et de la philosophie. La réponse, si elle existe, se cache peut-être dans les profondeurs de la mécanique quantique, dans les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes ou dans des concepts que nous n'avons pas encore imaginés. Ce qui est certain, c'est que la vitesse de la lumière est la clé de cette énigme. Elle relie le très petit au très grand, le paisible au violent, le familier à l'inconcevable. Et ces secrets sont loin d'être tous révélés. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, les distorsions du temps, les cataclysmes cosmiques, les abîmes des trous noirs, tout cela soulève une question que nous ne pouvons plus éviter. Que signifie tout cela pour nous? Pour l'humanité? Pour notre place dans cet univers immense et violent? La vitesse de la lumière n'est pas seulement une constante physique, elle est une sentence, une condamnation à l'isolement cosmique qui définit les limites de ce que nous pouvons espérer accomplir en tant qu'espèce. Commence par considérer les distances. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière, voyageant à la vitesse maximale permise par l'univers, met plus de 4 ans à franchir cette distance. Un message radio envoyé vers cette étoile mettrait 4 ans et 3 mois à arriver. La réponse, si quelqu'un là-bas pouvait la recevoir et la renvoyer, mettrait encore 4 ans et 3 mois à nous parvenir.
Une simple conversation avec notre voisin stellaire le plus proche prendrait près d'une décennie pour un seul échange. Étends cette réflexion à l'échelle de la galaxie. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Un message envoyé d'un bout à l'autre de notre galaxie mettrait 100 000 ans à arriver. Les civilisations humaines connues les plus anciennes ont à peine 10 000 ans. La grande pyramide de Gizeh a été construite il y a moins de 5 000 ans. Si nous avions envoyé un message vers l'autre bout de la galaxie, au moment où nos ancêtres développèrent l'agriculture, ce message n'aurait parcouru que 10% du chemin. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards. La galaxie d'Andromède, notre voisine majeure la plus proche, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Les quasars les plus lointains que nous observons brillent à des milliards d'années-lumière. L'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ces distances ne sont pas seulement grandes, elles sont insurmontables avec les lois de la physique telles que nous les connaissons. Cette réalité a des implications profondes pour la question de la vie extraterrestre. Si d'autres civilisations intelligentes existent dans l'univers, et les probabilités suggèrent qu'elles devraient exister compte tenu du nombre astronomique de planètes potentiellement habitables, alors la vitesse de la lumière les condamne au même isolement que nous. Elles pourraient être là, quelque part, se posant les mêmes questions que nous, regardant les étoiles avec le même mélange d'émerveillement et de frustration. Le physicien Enrico Fermi a formulé cette situation en une question célèbre lors d'un déjeuner en 1950. Si l'univers est si vaste et si vieux, si les conditions pour la vie semblent relativement communes, alors où sont les autres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune preuve, aucune visite ? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi, et la vitesse de la lumière est au cœur de nombreuses tentatives de réponse. Une possibilité est que les civilisations intelligentes sont effectivement rares, bien plus rares que nos estimations optimistes ne le suggèrent. Peut-être que la vie complexe est un accident extraordinaire. Peut-être que l'intelligence est une impasse évolutive. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser les étoiles. Cette hypothèse est parfois appelée le grand filtre. Quelque chose, quelque part dans le développement de la vie, bloque presque toutes les lignées avant qu'elles n'atteignent notre stade. Mais une autre possibilité est directement liée à la vitesse de la lumière. Peut-être que les civilisations existent, peut-être qu'elles sont nombreuses, mais elles ne peuvent tout simplement pas nous atteindre. Les distances sont trop grandes, les temps de voyage sont trop longs. Même une civilisation ayant des millions d'années d'avance technologique sur nous serait confrontée aux mêmes limites fondamentales. Elle pourrait construire des vaisseaux plus efficaces, des systèmes de propulsion plus puissants, mais elle ne pourrait pas dépasser la vitesse de la lumière. Imagine une civilisation ayant maîtrisé le voyage à 99% de la vitesse de la lumière. Un exploit technologique extraordinaire, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer réaliser dans les prochains siècles. Cette civilisation décide de coloniser la galaxie. Ces vaisseaux partent dans toutes les directions, s'installant sur de nouvelles planètes, fondant de nouvelles colonies. Même à cette vitesse incroyable, combien de temps faudrait-il pour coloniser toute la Voie lactée? Les calculs suggèrent qu'une telle entreprise prendrait entre 1 et 10 millions d'années, selon les hypothèses sur le temps nécessaire pour établir chaque nouvelle colonie et lancer la vague suivante. 1 million d'années semble une éternité à l'échelle humaine, mais c'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. La Voie lactée a plus de 13 milliards d'années. Si une civilisation avait commencé cette colonisation il y a seulement quelques millions d'années, elle devrait déjà être partout. Elle devrait être ici. Le fait qu'elle ne soit apparemment pas là pose un problème. Soit nous sommes parmi les premières civilisations à émerger dans la galaxie, ce qui semble statistiquement improbable. Soit quelque chose empêche les civilisations de mener à bien ce projet de colonisation. Ce quelque chose pourrait être la difficulté technique, le manque de motivation, l'autodestruction, ou peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Certains penseurs ont proposé que les civilisations avancées pourraient simplement ne pas vouloir coloniser l'espace physique.
Pourquoi risquer des voyages interstellaires périlleux quand on peut créer des univers virtuels infiniment plus confortables? Pourquoi s'encombrer de corps biologiques fragiles quand on peut télécharger sa conscience dans des substrats artificiels? Cette hypothèse suggère que les civilisations avancées se replient vers l'intérieur plutôt que de s'étendre vers l'extérieur. D'autres ont proposé l'hypothèse du zoo cosmique. Les civilisations avancées existent et nous observent, mais elles choisissent de ne pas intervenir. Nous serions comme des animaux dans une réserve naturelle, étudiés par des gardiens invisibles qui prennent soin de ne pas perturber notre développement naturel. Cette hypothèse est impossible à réfuter, ce qui la rend problématique d'un point de vue scientifique, mais elle reste une possibilité logique. Une autre possibilité encore plus troublante est que nous vivons dans un univers exceptionnellement jeune. L'univers a 13,8 milliards d'années, mais les conditions favorables à la vie complexe n'existent peut-être que depuis quelques milliards d'années. Les premières générations d'étoiles étaient pauvres en éléments lourds nécessaires à la chimie de la vie. Il a fallu plusieurs générations stellaires, plusieurs cycles de supernovas dispersant leurs entrailles enrichies dans l'espace, avant que des planètes rocheuses comme la Terre puissent se former. Si la vie intelligente nécessite environ 4 milliards d'années pour évoluer, comme cela a été le cas sur Terre, alors les premières civilisations de la galaxie ne pourraient avoir émergé qu'il y a quelques centaines de millions d'années au plus tôt. C'est un temps très court pour coloniser une galaxie entière, même avec des voyages proches de la vitesse de la lumière. Nous pourrions être parmi les premiers éclaireurs, les premiers à ouvrir les yeux sur l'immensité cosmique. Cette possibilité est à la fois exaltante et terrifiante. Exaltante parce qu'elle suggère que nous pourrions avoir un rôle unique à jouer dans l'histoire de l'univers. Terrifiante parce qu'elle signifie qu'il n'y a personne pour nous guider, personne qui a résolu les problèmes auxquels nous faisons face, personne pour nous sauver de nos propres erreurs. Mais quelle que soit la réponse au paradoxe de Fermi, une vérité demeure. La vitesse de la lumière nous isole. Même si des milliers de civilisations peuplaient la galaxie, nous ne pourrions communiquer avec elles qu'au rythme désespérément lent des signaux électromagnétiques. Une conversation avec une civilisation à 1000 années-lumière prendrait 2000 ans pour un seul échange. Les civilisations humaines naissent et meurent en quelques siècles. Nous n'avons pas la patience cosmique nécessaire pour de tels dialogues. Cette isolation a des implications philosophiques profondes. Elle signifie que chaque civilisation dans l'univers est fondamentalement seule. Pas parce qu'il n'y a personne d'autre, mais parce que les autres sont inaccessibles. L'univers pourrait grouiller de vie, rempli de culture et de pensées et de rêves, et nous ne le saurions jamais. Nous sommes des îles de conscience dans un océan de silence. Certains philosophes ont vu dans cette isolation une forme de liberté. Si personne ne nous observe, si aucun jugement cosmique ne pèse sur nos actions, alors nous sommes véritablement libres de définir notre propre sens, notre propre valeur, notre propre destin. L'existentialisme cosmique découle naturellement de la physique relativiste. Nous sommes jetés dans un univers indifférent, et c'est à nous de créer notre propre signification. D'autres ont vu dans cette isolation une forme de tragédie. Tant de questions resteront sans réponse. Tant de mystères ne seront jamais résolus. Nous mourrons sans savoir si d'autres ont contemplé les mêmes étoiles avec le même émerveillement. Notre curiosité est infinie, mais notre capacité à la satisfaire est cruellement limitée par cette constante fondamentale qui régit l'univers. La question de notre signification dans l'univers est rendue encore plus vertigineuse quand on considère l'échelle temporelle. L'univers a 13,8 milliards d'années. L'humanité moderne existe depuis peut-être 300 000 ans. La civilisation technologique a à peine un siècle. Si tu comprimais l'histoire de l'univers en une seule année, l'humanité entière apparaîtrait dans les dernières secondes du 31 décembre. Nous sommes des nouveau-nés cosmiques, à peine conscients de l'univers dans lequel nous sommes nés. Notre compréhension de la physique, aussi impressionnante soit-elle, ne date que de quelques siècles. Notre maîtrise technologique est primitive, comparée à ce que des millions d'années de développement pourraient produire. Nous regardons les étoiles avec des yeux à peine ouverts, essayant de comprendre un cosmos qui dépasse infiniment notre expérience. Mais l'échelle temporelle fonctionne aussi dans l'autre direction. L'univers continuera d'exister longtemps après notre disparition. Les étoiles brilleront pendant des billions d'années encore.
puis elles s'éteindront, une à une, laissant place à un univers de naines blanches refroidissantes et de trous noirs errants. Et même ces objets finiront par disparaître, les naines blanches se refroidissant jusqu'au zéro absolu, les trous noirs s'évaporant lentement par rayonnement de Hawking. L'avenir ultime de l'univers est un désert froid et vide. Les cosmologistes appellent ce destin la mort thermique ou le Big Freeze. Toute l'énergie utilisable sera dissipée. Toute structure sera détruite. L'univers atteindra un état d'équilibre parfait où rien ne peut plus se produire parce qu'il n'y a plus de différence de potentiel pour alimenter quelque changement que ce soit. Ce destin est rendu inévitable par les lois de la thermodynamique, mais la vitesse de la lumière joue un rôle crucial dans sa réalisation. À mesure que l'univers s'étend, les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. Au-delà d'une certaine distance, cette récession devient superluminique. Non pas parce que les galaxies se déplacent plus vite que la lumière à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étend, emportant les galaxies avec lui. Cette expansion superluminique de l'espace ne viole pas la relativité. La limite de la vitesse de la lumière s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace, pas à l'espace lui-même. L'espace peut s'étendre aussi vite qu'il le souhaite, et il le fait. Le résultat est que certaines galaxies, bien que visibles aujourd'hui, sont déjà hors de notre portée pour toujours. Même si nous lancions un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, il ne pourrait jamais les atteindre. L'espace s'étend plus vite qu'il ne peut le traverser. Cette limite définit ce qu'on appelle l'horizon cosmique, la frontière au-delà de laquelle rien ne peut nous parvenir. Et cette frontière se rapproche. À mesure que l'univers continue de s'étendre, de plus en plus de galaxies franchissent cet horizon, disparaissant de notre univers observable pour toujours. Dans des billions d'années, notre groupe local de galaxies sera le seul îlot de matière visible. Tout le reste aura disparu au-delà de l'horizon, emporté par l'expansion de l'espace. Une civilisation naissant dans cet avenir lointain, dans une galaxie isolée entourée de vide, ne saurait jamais que l'univers était autrefois rempli de milliards de galaxies. Elle regarderait le ciel et ne verrait que le vide. Elle pourrait conclure, à tort, qu'elle habite un cosmos petit et solitaire. Les preuves du Big Bang seraient effacées. Le fond diffus cosmologique étiré au-delà de toute détection. La vérité sur l'origine de l'univers serait perdue à jamais. Cette perspective soulève une question troublante. Quelles vérités sur l'univers nous sont déjà cachées ? Quels phénomènes cosmiques ont disparu au-delà de notre horizon, avant que nous n'ayons eu la chance de les observer ? La physique telle que nous la connaissons est construite sur les observations que nous pouvons faire. Mais si certaines observations sont devenues impossibles, notre physique pourrait être incomplète de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse, c'est une limite de connaissance. Elle définit ce que nous pouvons savoir et ce qui nous sera éternellement caché. Au-delà de l'horizon observable, l'univers continue, peut-être indéfiniment, peut-être avec des propriétés très différentes de celles que nous observons. Nous ne le saurons jamais. La physique nous condamne à l'ignorance partielle. Cette limitation épistémologique a troublé de nombreux physiciens et philosophes. Si nous ne pouvons observer qu'une fraction de l'univers, comment pouvons-nous prétendre comprendre l'univers dans son ensemble ? Nos théories cosmologiques extrapolent à partir de ce que nous voyons, mais cette extrapolation repose sur l'hypothèse que l'univers au-delà de notre horizon ressemble à l'univers que nous observons. Cette hypothèse est plausible, mais elle est invérifiable. Certains cosmologistes ont proposé que l'univers au-delà de notre horizon pourrait être radicalement différent. Des régions avec des constantes physiques différentes, des dimensions supplémentaires se manifestant de manières exotiques, des formes de matière et d'énergie que nous ne pouvons pas concevoir. L'univers observable pourrait être un échantillon non représentatif d'un cosmos bien plus étrange que nous ne l'imaginons. Ces spéculations touchent aux limites de la science. Elles sont peut-être vraies, peut-être fausses, mais nous n'avons aucun moyen de le déterminer. La vitesse de la lumière trace une frontière infranchissable autour de notre connaissance. Au-delà de cette frontière, tout était possible et rien n'est vérifiable. La relation entre la vitesse de la lumière et la causalité soulève également des paradoxes philosophiques profonds.
Nous avons mentionné précédemment que cette vitesse est celle à laquelle les causes produisent leurs effets. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la nature du temps et du libre arbitre? Si l'univers est un bloc quadridimensionnel où passé, présent et futur existent simultanément, comme certaines interprétations de la relativité le suggèrent, alors le futur est déjà fixé. Tes décisions de demain existent déjà, figées dans la structure de l'espace-temps. Tu ne les as simplement pas encore expérimentées. Dans cette vision, le libre arbitre est une illusion. Tu crois choisir, mais tes choix sont aussi déterminés que le passé. Cette vision déterministe est difficile à accepter. Elle semble contredire notre expérience directe de la prise de décision, notre sentiment d'être les auteurs de nos actions. Mais la physique ne se soucie pas de ce que nous trouvons facile à accepter. Elle décrit la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Cependant, la mécanique quantique complique ce tableau. Au niveau subatomique, les événements semblent véritablement indéterminés. Un atome radioactif se désintègre à un moment imprévisible. Un photon traverse un écran à un endroit qui ne peut être prédit avec certitude. Ces événements ne sont pas simplement imprévisibles par ignorance. Ils semblent être fondamentalement aléatoires. Si le hasard quantique est réel, alors le futur n'est peut-être pas entièrement fixé. L'univers bloc pourrait être incomplet, en cours de construction à mesure que les événements quantiques se réalisent. Cette vision préserve une forme de possibilité, même si elle ne restaure pas nécessairement le libre arbitre tel que nous le concevons habituellement. Mais voici le problème. Nous ne savons pas si le hasard quantique est vraiment fondamental, ou s'il reflète simplement notre ignorance de variables cachées. Einstein lui-même refusait d'accepter que Dieu joue au dé avec l'univers. Des décennies de recherche n'ont pas résolu définitivement cette question. L'indétermination quantique pourrait être réelle, ou elle pourrait être l'ombre d'une structure plus profonde que nous n'avons pas encore découverte. La vitesse de la lumière est au cœur de ces débats. Elle définit les cônes de lumière, les régions de l'espace-temps qui peuvent influencer un événement donné. Tout ce qui est en dehors du cône de lumière passé d'un événement ne peut pas l'avoir causé. Tout ce qui est en dehors du cône de lumière futur ne peut pas être affecté par lui. Ces cônes structurent la causalité, définissant ce qui peut influencer quoi. Si des signaux pouvaient voyager plus vite que la lumière, les cônes de lumière perdraient leur signification. La causalité s'effondrerait dans un chaos de paradoxes temporels. Le fait que cela ne se produise pas, le fait que la causalité est préservée, suggère que la vitesse de la lumière est plus qu'une simple limitation technique. Elle est une condition nécessaire pour que l'univers soit logiquement cohérent. Cette cohérence logique de l'univers est elle-même un mystère. Pourquoi l'univers est-il compréhensible? Pourquoi les lois de la physique sont-elles exprimables par des mathématiques? Pourquoi ces lois sont-elles les mêmes partout et à tout moment dans l'univers observable? Ces questions n'ont pas de réponse définitive dans la physique actuelle. Le principe anthropique offre une tentative d'explication. Nous observons un univers cohérent et compréhensible parce que seul un tel univers peut produire des observateurs capables de le comprendre. Un univers chaotique où les lois changeraient arbitrairement ne permettrait pas l'émergence de structures complexes comme les galaxies, les étoiles, les planètes, la vie. Nous existons parce que les conditions sont réunies pour notre existence. Nous observons ces conditions parce que nous ne pourrions pas observer autre chose. Ce raisonnement est circulaire de manière troublante. Il n'explique pas pourquoi l'univers a les propriétés qu'il a. Il explique seulement pourquoi nous observons ses propriétés particulières. La question de pourquoi l'univers existe du tout, et pourquoi il existe sous cette forme plutôt qu'une autre, reste sans réponse. Certains physiciens ont proposé l'hypothèse du multivers pour résoudre ce mystère. Peut-être existe-t-il une infinité d'univers, chacun avec ses propres lois et constantes. Dans la plupart de ces univers, les conditions ne permettent pas la vie. Mais dans quelques-uns, par pur hasard statistique, les constantes ont les bonnes valeurs. Nous nous trouvons nécessairement dans l'un de ces univers rares et favorables. Cette hypothèse est séduisante, mais elle est essentiellement invérifiable. Les autres univers, s'ils existent, sont par définition inaccessibles. Nous ne pouvons pas les observer, les mesurer, les tester. Le multivers reste une spéculation philosophique déguisée en physique,
Il résout le problème en multipliant les entités au-delà de tout ce qui est observable. La vitesse de la lumière, dans ce contexte, prend une signification particulière. Elle pourrait être une constante contingente, ayant cette valeur dans notre univers, mais d'autres valeurs dans d'autres univers. Ou elle pourrait être une nécessité logique, ayant la même valeur dans tous les univers possibles. Nous n'avons aucun moyen de savoir laquelle de ces possibilités est correcte. Ce que nous savons, c'est que cette constante façonne notre existence de manière profonde. Elle détermine la taille des atomes, la vitesse des réactions chimiques, la portée des forces fondamentales. Si elle avait une valeur très différente, la chimie serait impossible. La vie ne pourrait pas exister. Nous ne serions pas là pour nous poser ces questions. Nous sommes donc liés à cette constante d'une manière intime. Elle n'est pas seulement une propriété de l'univers que nous observons. Elle est une condition de notre existence. Nous sommes des créatures de la lumière, sculptées par ses propriétés, limitées par sa vitesse, définies par son influence sur la structure même de la réalité. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons, le mystère fondamental demeure. Pourquoi cette valeur? Pourquoi cette structure? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? La physique peut décrire le comment avec une précision extraordinaire. Elle reste muette sur le pourquoi ultime. C'est peut-être la leçon la plus profonde de tout ce voyage. L'univers est compréhensible jusqu'à un point, puis il devient mystère. La vitesse de la lumière est mesurable, ses effets sont calculables, ses conséquences sont prévisibles. Mais sa raison d'être, si elle en a une, nous échappe. Nous sommes des explorateurs dans un cosmos dont les fondations nous sont cachées. Cette ignorance n'est pas un échec, c'est une invitation. Chaque génération de physiciens repousse un peu plus loin les frontières de notre compréhension. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions plus profondes que celles qu'elle résout. La quête de connaissance est sans fin, et c'est peut-être cette infinité qui lui donne son sens. La vitesse de la lumière nous rappelle nos limites, mais elle nous rappelle aussi l'immensité de ce qui reste à découvrir. Au-delà de notre horizon cosmique, au-delà de notre horizon de connaissance, des vérités attendent. Certaines seront peut-être accessibles un jour, d'autres resteront à jamais hors de portée. Mais la recherche elle-même, l'effort de comprendre, l'émerveillement devant le mystère, tout cela a une valeur qui transcende les réponses que nous pourrions trouver. L'humanité est peut-être insignifiante à l'échelle cosmique. Notre planète est une poussière dans l'immensité. Notre existence est un battement de cils dans l'éternité. Mais nous sommes la partie de l'univers qui se pose des questions sur elle-même. Nous sommes la matière devenue consciente, l'énergie qui contemple sa propre nature. Dans un cosmos apparemment indifférent, c'est peut-être le miracle ultime. Et ce miracle est rendu possible, en partie, par cette constante que nous avons explorée. La vitesse de la lumière structure l'univers de manière à permettre la complexité. Elle sépare les régions de l'espace-temps suffisamment pour que des structures locales puissent émerger et persister. Elle relie le passé au futur de manière ordonnée, permettant la causalité, la mémoire, l'évolution. Sans elle, l'univers serait un chaos informe où rien ne pourrait exister durablement. Nous vivons dans un univers étrangement hospitalier, malgré sa violence et son indifférence apparente. Cette hospitalité n'est pas un accident. Elle est inscrite dans les lois fondamentales, dans les constantes qui régissent tout. Et parmi ces constantes, la vitesse de la lumière occupe une place centrale, tissant l'espace et le temps en une toile sur laquelle la vie peut se déployer. Mais le mystère reste entier. Les questions ultimes demeurent ouvertes. Et c'est peut-être ainsi que cela doit être. Un univers sans mystère serait un univers sans possibilité de découverte. Un cosmos entièrement compris serait un cosmos épuisé. La limite de notre connaissance n'est pas une prison. C'est un horizon qui recule à mesure que nous avançons, promettant toujours de nouvelles merveilles au-delà. La vitesse de la lumière est à la fois notre chaîne et notre étoile guide. Elle nous limite et nous définit. Elle nous enferme et nous libère. Comprendre cette dualité, accepter cette tension, c'est peut-être le premier pas vers une sagesse véritablement cosmique. Une sagesse qui embrasse l'incertitude, qui célèbre le mystère, qui trouve du sens dans la quête elle-même plutôt que dans ses résultats. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage à travers les mystères de la vitesse de la lumière.
Un voyage qui nous a mené des premières tentatives de Galilée pour la mesurer jusqu'aux confins les plus violents de l'univers. Un voyage qui a traversé le temps lui-même, explorant comment cette constante fondamentale déforme notre perception de la durée et de l'espace. Un voyage qui nous a confrontés aux questions les plus profondes sur notre place dans le cosmos. Reprenons le fil qui relie tout ce que nous avons découvert. Au commencement était la curiosité. Les humains ont regardé le ciel et se sont demandé ce qu'était cette lumière qui illuminait leur nuit et leur jour. Ils ont cru pendant des millénaires que cette lumière voyageait instantanément. Puis Ole Rømer, observant les lunes de Jupiter, a compris que la lumière prenait du temps. Ce temps était incroyablement court, mais il existait. Cette découverte a ouvert une porte que personne ne soupçonnait. De cette porte est sorti un univers bien plus étrange que tout ce que les philosophes anciens avaient imaginé. Un univers où le temps n'est pas absolu, où l'espace se contracte, où la masse augmente avec la vitesse. Einstein a compris que ces phénomènes n'étaient pas des anomalies à expliquer, mais des manifestations d'une réalité plus profonde. L'espace et le temps ne sont pas des scènes séparées sur lesquelles les événements se déroulent. Ils sont tissés ensemble en une seule étoffe, l'espace-temps. Et la vitesse de la lumière est le fil qui maintient cette étoffe cohérente. Feynman a approfondi cette compréhension en insistant sur le fait que cette vitesse n'est pas vraiment celle de la lumière. C'est la vitesse de la causalité. C'est le rythme auquel l'univers peut transmettre de l'influence d'un point à un autre. La lumière voyage à cette vitesse parce qu'elle n'a pas de masse pour la ralentir. Mais même si la lumière n'existait pas, cette vitesse existerait encore, inscrite dans la structure même de la réalité. Cette structure a des conséquences qui dépassent de loin la physique théorique. Nous les vivons chaque jour sans le savoir. Le GPS dans ton téléphone corrige les effets relativistes. Les accélérateurs de particules confirment que la masse augmente avec la vitesse. Les muons cosmiques traversent l'atmosphère grâce à la dilatation du temps. Ces phénomènes ne sont pas des abstractions. Ils sont la réalité quotidienne d'un univers relativiste. Mais les manifestations les plus spectaculaires de cette physique se trouvent dans les environnements extrêmes du cosmos. Les jets relativistes des quasars projettent de la matière à des vitesses proches de la limite cosmique, illuminant des régions de l'espace sur des milliers d'années-lumière. Les pulsars tournent des centaines de fois par seconde, leur surface se déplaçant à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Les trous noirs déforment l'espace-temps si violemment que même la lumière ne peut s'échapper de leur emprise. Ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités astronomiques. Ils façonnent l'univers tel que nous le connaissons. Les jets relativistes influencent l'évolution des galaxies. Les supernovas dispersent les éléments lourds nécessaires à la vie. Les fusions d'étoiles à neutrons forgent l'or et le platine que nous trouvons sur Terre. La violence cosmique est la condition de notre existence. Cette violence est rendue possible par la vitesse de la lumière. Plus un objet s'approche de cette limite, plus son énergie augmente sans borne. Quand cette énergie est libérée, les résultats sont catastrophiques. Les sursauts gamma libèrent en quelques secondes l'énergie d'une étoile entière sur des milliards d'années. Les rayons cosmiques les plus énergétiques portent la puissance d'une balle de tennis lancée à grande vitesse dans une seule particule subatomique. L'univers et sa paroi est capable de violences inimaginables, et la vitesse de la lumière est le paramètre qui détermine leur intensité. Mais cette même constante qui permet la destruction est aussi celle qui permet la création. Elle structure l'espace-temps de manière à permettre l'existence de structures stables. Elle sépare les régions causales, permettant à la complexité d'émerger localement sans être immédiatement détruite par des influences lointaines. Elle tisse le temps au passé de manière ordonnée, permettant la mémoire, l'évolution, la conscience. La vitesse de la lumière est donc à la fois créatrice et destructrice. Elle est le feu qui forge les éléments et le feu qui peut tout consumer. Elle est la limite qui nous protège et la limite qui nous emprisonne. Cette dualité est au cœur de notre relation avec l'univers. Cette relation est marquée par l'isolement. Les distances cosmiques, mesurées en années-lumière, sont des gouffres que nous ne pouvons traverser qu'avec une lenteur désespérante. L'étoile la plus proche est à plus de 4 ans de voyage pour un rayon de lumière. La galaxie la plus proche
est à plus de 2 millions d'années. L'univers observable s'étend sur des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Ces distances ne sont pas seulement grandes, elles sont insurmontables dans un sens profond. Même avec une technologie infiniment avancée, nous ne pourrions pas dépasser la vitesse de la lumière. Nous pourrions nous en approcher, réduisant le temps subjectif du voyage grâce à la dilatation temporelle. Mais le temps objectif, le temps sur Terre, continuerait de s'écouler normalement. Un voyage vers une étoile lointaine pourrait durer quelques années pour le voyageur, mais des millénaires sur Terre. Cette asymétrie temporelle crée une forme d'exil irréversible. Un voyageur interstellaire qui reviendrait sur Terre trouverait un monde transformé au-delà de toute reconnaissance. Ses amis, sa famille, sa civilisation, tout aurait disparu dans le passé. Le voyage dans l'espace est aussi un voyage dans le temps. Un voyage à sens unique vers un futur où rien de familier ne subsiste. Le paradoxe de Fermi prend tout son sens dans ce contexte. Si d'autres civilisations existent, elles font face aux mêmes limitations. Elles sont isolées par les mêmes distances, condamnées au même silence cosmique. La galaxie pourrait être peuplée de milliers de civilisations, toutes regardant le ciel avec la même question muette. Où sont les autres? La réponse pourrait être partout et nulle part à la fois. Partout dans l'espace, nulle part à portée de communication. Cette solitude cosmique n'est pas une condamnation. Elle est une invitation à la réflexion. Si nous sommes seuls, ou effectivement seuls, à cause des distances infranchissables, alors notre responsabilité envers nous-mêmes et notre planète est absolue. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne nous apportera les solutions à nos problèmes. Personne ne nous guidera vers la maturité cosmique. Nous devons trouver notre propre chemin. Cette perspective peut sembler écrasante, mais elle peut aussi être libératrice. Sans attente de secours extérieur, nous sommes libres de définir notre propre sens, notre propre valeur, notre propre destin. L'univers ne nous impose aucune signification. Il nous offre une toile vierge sur laquelle peindre notre propre histoire. Et quelle histoire nous avons déjà peinte? En quelques millénaires, nous sommes passés de l'observation des étoiles à la compréhension de leur fonctionnement. Nous avons mesuré la vitesse de la lumière, compris la relativité, détecté les ondes gravitationnelles. Nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire, photographié des trous noirs, cartographié le fond diffus cosmologique. Ces accomplissements sont extraordinaires à l'échelle de notre jeune civilisation. Ils témoignent d'une curiosité insatiable, d'une capacité d'abstraction remarquable, d'une détermination à comprendre qui transcende les générations. Chaque découverte est le fruit de milliers de contributions, de millions d'heures de travail, d'une collaboration qui traverse les frontières et les siècles. Mais ces accomplissements ne sont que le début. La physique que nous connaissons est incomplète. La relativité générale et la mécanique quantique, les deux piliers de notre compréhension, sont incompatibles à un niveau fondamental. Une théorie plus profonde, peut-être la gravité quantique, attend d'être découverte. Cette théorie pourrait révéler des aspects de la vitesse de la lumière que nous ne soupçonnons pas encore. Peut-être découvrirons-nous que cette constante n'est pas vraiment constante. Certaines théories spéculent qu'elle pourrait avoir varié dans le passé lointain de l'univers, ou qu'elle pourrait varier légèrement dans des conditions extrêmes. Ces spéculations sont controversées, et les preuves expérimentales sont limitées. Mais elles illustrent que notre compréhension, aussi avancée soit-elle, reste provisoire. Peut-être découvrirons-nous des moyens de contourner les limitations de la vitesse de la lumière sans les violer directement. Les trous de verre, ces tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps, pourraient théoriquement permettre des voyages plus rapides que la lumière en raccourcissant la distance plutôt qu'en augmentant la vitesse. La propulsion par distorsion d'Alcubierre propose de contracter l'espace devant un vaisseau et de l'étendre derrière, permettant un déplacement effectivement superluminique sans que le vaisseau lui-même ne dépasse la vitesse de la lumière. Ces concepts sont pour l'instant de la science-fiction déguisée en physique théorique. Les trous de verre traversables nécessiteraient de l'énergie négative en quantité que nous ne savons pas produire et qui pourrait ne pas exister. La propulsion d'Alcubierre souffre des mêmes problèmes, aggravés par des questions sur la causalité et la stabilité. Mais il y a un siècle, la relativité elle-même aurait semblé de la science-fiction.
L'histoire nous enseigne l'humilité face aux limitations que nous croyons absolues. Ce qui est certain, c'est que la vitesse de la lumière restera au centre de notre exploration du cosmos. Elle est le fil conducteur qui relie toutes les échelles, du subatomique au cosmologique. Elle est la clé qui ouvre les portes des phénomènes les plus extrêmes. Elle est la limite qui définit ce que nous pouvons espérer connaître et ce qui nous restera à jamais caché. Et dans cette limitation réside peut-être une forme de beauté. Un univers sans limite serait un univers sans structure. Un cosmos où tout est possible serait un cosmos où rien n'a de sens. La vitesse de la lumière impose des règles, et ces règles permettent l'émergence de la complexité, de l'ordre, de la signification. Nous sommes des créatures de ces règles. Notre existence dépend des constantes fondamentales qui régissent l'univers. Si la vitesse de la lumière était très différente, nous ne serions pas là pour nous poser des questions à son sujet. Cette observation est plus qu'une tautologie. Elle suggère une connexion profonde entre les lois de la physique et l'émergence de la conscience. Certains y voient une preuve d'un dessein, une suggestion que l'univers a été conçu pour permettre la vie et l'intelligence. D'autres y voient simplement un effet de sélection, une conséquence inévitable du fait que nous ne pouvons observer que des univers compatibles avec notre existence. Le débat entre ces visions touche aux limites de ce que la science peut déterminer. Il entre dans le domaine de la philosophie et peut-être de la foi. Mais quelle que soit l'interprétation que l'on adopte, une vérité demeure. Nous sommes ici. Nous existons dans cet univers particulier avec ses lois particulières. Nous avons la capacité de les comprendre, de les apprécier, de nous émerveiller devant elles. Cette capacité est peut-être le plus grand mystère de tous. La conscience contemplant l'univers, la matière se posant des questions sur elle-même, l'énergie prenant forme et cherchant à comprendre sa propre nature. Ces phénomènes sont au moins aussi mystérieux que la vitesse de la lumière elle-même. Peut-être sont-ils liés d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Quand tu regardes les étoiles ce soir, souviens-toi de ce que tu as appris. La lumière que tu vois a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour atteindre tes yeux. Chaque photon porte avec lui une histoire, un message d'un passé lointain. Le ciel nocturne est une machine à remonter le temps, te montrant l'univers tel qu'il était, pas tel qu'il est. Et souviens-toi que cette lumière voyage à la vitesse maximale permise par l'univers. Rien ne peut la dépasser. Cette limite est inscrite dans la structure même de la réalité. Elle définit ce que tu peux voir, ce que tu peux savoir, ce que tu peux espérer atteindre. Mais cette limite n'est pas une prison. Elle est une invitation. Elle définit un territoire immense à explorer, un cosmos rempli de merveilles qui attendent d'être découvertes. Chaque étoile est un soleil, peut-être entouré de planètes, peut-être abritant des formes de vie que nous ne pouvons imaginer. Chaque galaxie est un archipel de milliards de soleils, un océan de possibilités. L'univers est vaste au-delà de toute mesure. Il est violent au-delà de toute imagination. Il est mystérieux au-delà de toute compréhension. Mais il est aussi notre maison, notre seule maison, peut-être, dans l'immensité du cosmos. Et c'est à nous de décider ce que nous en ferons. La vitesse de la lumière nous rappelle notre fragilité. Une supernova proche, un sursaut gamma mal orienté, et notre civilisation pourrait être effacée en un instant. Ces menaces sont réelles, même si elles sont statistiquement improbables à l'échelle d'une vie humaine. L'univers n'a pas été conçu pour notre confort ou notre sécurité. Il suit ses propres lois, indifférent à nos espoirs et à nos craintes. Mais cette fragilité donne aussi du prix à notre existence. Un diamant est précieux parce qu'il est rare. Une fleur est belle parce qu'elle est éphémère. Notre civilisation, notre conscience, notre capacité à nous émerveiller, tout cela pourrait disparaître demain. Cette possibilité rend chaque instant plus précieux, chaque découverte plus significative. Nous sommes les témoins éphémères d'un cosmos éternel. Nous brillons un instant avant de nous éteindre, comme les étoiles que nous contemplons. Mais pendant cet instant, nous pouvons voir, comprendre, apprécier. Nous pouvons poser des questions même si nous ne trouvons pas toutes les réponses. Nous pouvons chercher même si nous ne trouvons pas tout ce que nous cherchons. La vitesse de la lumière est au cœur de cette condition humaine cosmique.
Elle nous relie à l'univers tout en nous en séparant. Elle nous permet de voir les étoiles tout en nous interdisant de les atteindre facilement. Elle fait de nous des observateurs plutôt que des maîtres, des témoins plutôt que des créateurs. Mais être témoin est peut-être suffisant. L'univers n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Les étoiles brilleraient sans nous pour les voir. Les galaxies tourneraient sans nous pour les admirer. Les trous noirs dévoreraient sans nous pour les craindre. Mais nous sommes là. Nous voyons, nous admirons, nous craignons. Et dans cet acte de témoignage, peut-être donnons-nous un sens à un cosmos qui autrement n'en aurait pas. C'est une pensée vertigineuse. Que notre conscience, aussi limitée soit-elle, puisse être le miroir dans lequel l'univers se contemple lui-même. Que nos questions, aussi naïves soient-elles, puissent être les premières que l'univers se pose sur sa propre nature. Que notre émerveillement, aussi bref soit-il, puisse être la première reconnaissance par la matière de sa propre magnificence. Nous ne savons pas si cela est vrai. Nous ne savons pas si d'autres consciences existent ailleurs dans le cosmos. Nous ne savons pas si l'univers a un sens ou s'il n'en a pas. Ces questions dépassent peut-être les limites de ce que la raison peut atteindre. Mais nous pouvons continuer à chercher. Nous pouvons continuer à observer. Nous pouvons continuer à nous émerveiller. Et dans cette quête sans fin, nous honorons ce que nous sommes. Des créatures nées des étoiles, façonnées par les lois de la physique, limitées par la vitesse de la lumière, mais capables malgré tout de lever les yeux vers le ciel et de demander pourquoi. Le voyage que nous avons fait ensemble ce soir n'est qu'un début. Il y a tant de choses encore à découvrir, tant de mystères encore à explorer, tant de questions encore à poser. La vitesse de la lumière n'est qu'une porte parmi d'autres vers les profondeurs du cosmos. D'autres portes attendent d'être ouvertes. Mais pour ce soir, restons avec ce que nous avons appris. Restons avec l'émerveillement devant la structure de l'espace-temps. Restons avec la terreur devant la violence cosmique. Restons avec l'humilité devant notre propre insignifiance. Et restons avec la fierté devant notre capacité à comprendre, même partiellement, même imparfaitement, les lois qui gouvernent tout. La lumière voyage à 299 792 458 mètres par seconde. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il est inscrit dans la structure même de la réalité. Il définit ce que l'univers peut être et ce qu'il ne peut pas être. Il est la signature de quelque chose de plus profond que nous ne comprenons pas encore. Peut-être un jour comprendrons-nous. Peut-être un jour saurons-nous pourquoi cette valeur et pas une autre. Peut-être un jour percerons-nous le mystère ultime de l'existence. Ou peut-être pas. Peut-être certains mystères sont-ils destinés à rester des mystères pour toujours. Mais cette incertitude n'est pas une raison de désespérer. Elle est une raison de continuer. Chaque question sans réponse est une invitation à chercher. Chaque mystère non résolu est une promesse d'émerveillement futur. L'univers garde ses secrets, mais il les révèle aussi, un par un, à ceux qui ont la patience et la curiosité de les chercher. La prochaine fois que tu verras la lumière du soleil traverser une fenêtre, souviens-toi qu'elle a voyagé pendant 8 minutes pour t'atteindre. La prochaine fois que tu verras les étoiles briller dans la nuit, souviens-toi que leur lumière a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires. La prochaine fois que tu penseras à l'immensité du cosmos, souviens-toi que cette immensité est structurée par une constante fondamentale, une limite absolue, une vitesse que rien ne peut dépasser. Et souviens-toi aussi que tu fais partie de cet univers. Tu es fait de la même matière que les étoiles. Tu obéis aux mêmes lois que les galaxies. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une constante externe que tu observes. Elle est inscrite dans chaque atome de ton corps, dans chaque réaction chimique qui te maintient en vie, dans chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu es le cosmos se contemplant lui-même. Tu es l'univers devenu conscient. Tu es la lumière qui, après avoir voyagé pendant des milliards d'années, a fini par ouvrir les yeux. Cette pensée est à la fois humiliante et exaltante. Elle te rappelle ta petitesse dans l'immensité. Mais elle te rappelle aussi ta connexion avec tout ce qui existe. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu en es une partie intégrante, une manifestation parmi des billions d'autres, mais unique dans ta capacité à te poser des questions sur ta propre nature. Le silence du cosmos n'est pas un reproche,
c'est une invitation. Une invitation à écouter plus attentivement, à observer plus soigneusement, à réfléchir plus profondément. L'univers parle, à sa manière, à travers les lois de la physique, à travers les phénomènes que nous observons, à travers la vitesse de la lumière qui structure tout. Apprends à écouter ce langage silencieux. Apprends à voir au-delà des apparences. Apprends à apprécier le mystère pour ce qu'il est. Non pas un obstacle à la connaissance, mais la source même de l'émerveillement. Le voyage continue. Il continuera aussi longtemps que des consciences existeront pour poser des questions. Il continuera peut-être même au-delà, dans des formes que nous ne pouvons pas imaginer, à travers des êtres que nous ne pouvons pas concevoir. Mais pour toi, en ce moment, le voyage est personnel. Il se déroule dans ton esprit, dans ton imagination, dans ta capacité à contempler l'infini depuis le confort de ton existence finie. C'est un privilège rare et précieux. Ne le gaspille pas. Regarde les étoiles. Pense à la lumière. Souviens-toi des mystères. Et laisse-toi emporter par l'émerveillement. Le cosmos attend. La vitesse de la lumière veille. Et quelque part, dans l'immensité, des questions attendent des réponses qui peut-être ne viendront jamais. Mais la quête elle-même est la récompense. La recherche elle-même est le sens. L'émerveillement lui-même est la destination. Bonne nuit et bon voyage parmi les étoiles.